Merci. Merci. Axel Gauthier, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir pour cette nouvelle pause café. Donc, je vous présente rapidement, vous êtes professeur d'économie à HEC ULG et vous êtes également chercheur au sein d'un institut pour lequel vous avez collaboré à la création, qui est l'Institut LC2I. Alors, pour commencer, expliquez-nous un peu ce que c'est que l'Institut LC2I. Alors, LC2I, c'est pour Liège Competition and Innovation Institute. C'est un institut que nous avons créé en collaboration avec les économistes d'HEC et des chercheurs de la faculté de droit. Et notre objectif dans cet institut, c'est de traiter de manière interdisciplinaire. Donc on veut avoir le double regard de l'économiste et du juriste, les questions de concurrence sur les marchés et d'innovation, qui sont deux questions qui reçoivent beaucoup d'attention, notamment au niveau européen. Il y a beaucoup de choses qui se font à Bruxelles et qui se décident au niveau de la Commission européenne sur la politique de concurrence et sur l'innovation, tout ce qui est brevet, tout ce qui est le lien entre les deux, le lien entre la concurrence et l'innovation. Au milieu de tout ça, vous spécifiquement, les concepts clés sur lesquels vous travaillez, c'est d'un côté la concurrence et de l'autre côté la régulation. Mais de quoi est-ce qu'on parle à travers ces concepts? Donc c'est ces deux concepts qui sont vraiment transversaux dans toutes mes recherches, la concurrence et la régulation. Et donc ce sont deux moyens, la politique de concurrence et la politique de régulation sont deux moyens par lesquels l'État essaye d'influencer le fonctionnement des marchés. Alors c'est deux moyens qui sont complémentaires mais qui sont distincts. Donc, la régulation, c'est une intervention en amont. L'État, dans un certain nombre d'industries, toutes les industries ne font pas l'objet de régulation, mais certaines industries sont régulées. C'est par exemple le cas de l'électricité, c'est le cas du transport, c'est le cas des télécoms, c'est le cas de la poste. Donc ce sont des industries qui sont régulées et le régulateur intervient en amont, par exemple pour approuver les tarifs, par exemple pour fixer un certain nombre d'obligations de services publics ou de services universels. Et donc ces industries fonctionnent dans un environnement qui est encadré par le régulateur. Elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Et la régulation a pris beaucoup plus d'importance ces dernières années parce que ces industries se sont fortement transformées avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Donc on a des industries qui se sont libéralisées, mais dont le marché reste encadré par un régulateur sectoriel, que ce soit le régulateur des postes, le régulateur du transport, etc. La concurrence, c'est un autre moyen d'intervenir dans l'économie, mais qui est différent. D'abord, ce n'est pas lié à un secteur spécifique. La politique de concurrence, ça s'applique à tout le monde. Tout le monde et toutes les entreprises sont tenues de respecter les règles de la concurrence que l'Europe édicte. Et ces règles visent à prévenir un certain nombre de comportements qu'on juge néfastes pour les consommateurs. Par exemple, les entreprises ne peuvent pas s'entendre entre elles pour fixer des prix, ce qu'on appelle un cartel. Et donc, si la Commission européenne découvre que des entreprises se sont entendues pour se partager les marchés ou pour fixer des prix, elle a le pouvoir de les sanctionner. De la même manière, on a des entreprises qui sont en position qu'on dit dominante sur le marché, en position de monopole sur le marché. Et quand je présente ça à mes étudiants, je dis toujours que c'est la devise de Spider-Man, hein, avec des grands pouvoirs, de grandes responsabilités. Et donc, les entreprises qui sont dominantes sur le marché ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent et la Commission européenne et les autorités de concurrence nationales veillent à ce que le comportement de ces entreprises soit conforme aux prescrits du droit de la concurrence et qui dit voilà ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous parlez de vos étudiants. Votre recherche, si je me trompe, c'est la chaire d'économie industrielle. Est-ce que ça, c'est directement lié à l'économie industrielle? Ça, c'est lié à l'économie industrielle, mais l'économie industrielle a beaucoup évolué ces dernières décennies. Elle a beaucoup évolué ces dernières décennies parce qu'il y a moins une politique industrielle directive de la part des États. Donc l'État est beaucoup moins un acteur direct dans l'économie. Et l'État agit beaucoup plus comme un garant du bon fonctionnement des marchés. Donc, dans les années 60-70, on avait finalement relativement peu de régulation des marchés, mais on avait beaucoup d'interventions directes des États qui étaient propriétaires d'une entreprise de télécom, propriétaires d'une entreprise d'électricité, d'énergie et de gaz. Et le moyen d'action privilégié, c'était la possession d'entreprises publiques qui rendaient les services publics, les missions de services publics. Ça s'est complètement transformé sous l'impulsion de cette vague libérale qui veut qu'on ait libéralisé ces industries. Donc on les a ouvertes à la concurrence et en les ouvrant à la concurrence, on les a transformées et l'État n'a plus le même rôle. L'État n'est plus un acteur
de l'économie au sens strict. Donc ce n'est plus lui qui pilote les entreprises, même s'il y a encore beaucoup d'entreprises publiques dans les secteurs régulés. Hein. Le chemin de fer n'est pas privatisé. Des entreprises comme la Bipost sont devenues en partie privées, mais restent en partie dans l'actionnariat public. Donc on a toujours une forte présence des pouvoirs publics en tant qu'acteurs, mais leur place privilégiée, leur moyen d'action privilégié, c'est maintenant l'encadrement des marchés, que ce soit au travers de la politique de concurrence ou au travers de la régulation qu'on applique à ça. Et il y a beaucoup de questions qui se posent avec la... Vous citez les transports en commun, la poste, donc j'imagine que le service public en général est vraiment au cœur de vos recherches alors? Le service public, donc dans ces industries régulées, elles sont régulées en partie parce qu'elles ont une dimension service public. La poste, le transport, la distribution d'énergie, ce seraient des activités qui seraient organisées totalement différemment si on les laissait complètement au marché. Et donc le fait qu'on ait un réseau de transport, que ce soit les bus, que ce soit les trains, avec une certaine fréquence, avec une certaine desserte, etc., c'est lié à la notion même de service public. Si on laissait ça au privé, c'est sûr qu'il n'y aurait pas des bus aussi nombreux que ce qu'on a maintenant, la fréquence des trains serait bien moindre, etc. Donc c'est évidemment, l'idée de service public est au cœur de la régulation. Vous avez évoqué tout à l'heure le terme de service universel. Service public, service universel, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, on utilise la notion de service universel dans certaines industries, typiquement la télécommunication, la poste, peut-être demain on en parlera pour l'Internet. Et la notion d'universel veut dire que tout le monde y a droit. Donc, quand on parle du service postal, le service postal, on l'appelle service universel parce que dans les obligations de service public, hein, on a inclus l'obligation de servir tout le monde. Y compris celui qui habite en haut d'une montagne. Voilà, y compris celui qui habite très loin, en haut de la montagne, il a sa boîte aux lettres à sa porte, même si c'est très loin et très coûteux, hein, de venir lui apporter le courrier. De la même manière, pour l'électricité, tout le monde a le droit d'être connecté au réseau électrique, c'est l'obligation universelle. Et donc, ce qu'on appelle service universel, c'est quand on a vraiment la notion de servir tout le monde avec un service dont on a défini la qualité. Je disais Internet, peut-être que demain, on inclura l'Internet large bande dans le service universel. On dirait, voilà, tout le monde a droit à une connexion Internet avec tel débit, quelle que soit sa localisation, et pas simplement ceux qui sont localisés dans le centre urbain et dans les endroits où c'est moins coûteux de venir les servir. Et du coup, j'imagine que la question qui se pose directement dans ce genre de cas, c'est et comment on finance ce facteur qui doit grimper en haut de la montagne pour apporter une lettre tous les jours? Voilà, alors ça c'est en fait, le service universel, son financement, il a beaucoup changé, puisque avant la concurrence, on avait une entreprise qui était seule sur le marché et on lui disait, en échange de cette position confortable d'être seule sur le marché, vous devez nous assurer un certain nombre de services et donc vous devez aller porter les lettres à tout le monde. Maintenant, c'est plus complexe parce que, avec la libéralisation, l'entreprise n'est plus seule au monde. Bon, pour le courrier, ça reste encore relativement, majoritairement l'opérateur historique, mais c'est beaucoup moins le cas pour les colis, par exemple. On a des entreprises qui livrent des colis qui ne sont pas l'opérateur historique. Et donc, le problème, c'est que les concurrents qui s'installent sur le marché, ils viennent chercher les meilleures parts du marché, donc les endroits où c'est le plus intéressant de s'installer, principalement les centres urbains, principalement certains types de clients. Et donc, ça pose la question de savoir comment on doit financer le service public ou le service universel. Il ne reste que les mauvais clients pour le... À la limite, il pourrait rester que les mauvais clients. Dirons, le marché prendrait, ou les services qui ne sont pas régulés, ceux qui ne sont pas soumis à cette obligation, viennent prendre ce qu'on appelle, les économistes appellent la crème, hein, c'est l'écrémage. Donc ils viennent prendre la crème et ils laissent le reste, ce qui est le plus coûteux, à l'opérateur historique. Et donc on doit repenser le financement du service universel dans un marché concurrentiel. Et si on veut repenser le service universel, on peut très bien imaginer que le service soit rendu par une entreprise qui soit totalement privée. On peut tout à fait imaginer qu'on privatise complètement la poste ou le chemin de fer, même si c'est peut-être plus difficile à imaginer, mais il y a des pays qui vont vraiment dans cette direction-là, des engagements complets du pouvoir public, de la sphère
des entreprises publiques, mais qui conserve la notion de service universel et qui organise un moyen pour le financer. Par exemple, pour le cas de la Poste, on pourrait imaginer que ceux qui viennent prendre les clients rentables payent une contribution à un fonds dédié qui serait le fonds service universel, et ce fonds service universel servirait à financer les pertes de l'opérateur qui serait en charge des clients les moins rentables. Donc on peut, mais ça change complètement la façon dont on organise le financement et peut-être aussi demain la définition de celui-ci, hein, puisque si on change le financement, on en change peut-être le coût. On pourrait aussi réfléchir sur l'autre aspect, comment est-ce qu'on va organiser, qu'est-ce qu'on va mettre comme niveau de service dans la définition du service universel. On parle quand même de plus en plus de privatiser effectivement partiellement, voire complètement certains services publics. L'enjeu derrière celui-là, est-ce que c'est celui de la concurrence? On dit toujours qu'on va privatiser pour faire baisser les prix, on sait très bien que ce n'est jamais le cas. Quel est le véritable enjeu derrière la privatisation? Donc ce que moi je pense, c'est que le moyen d'action privilégié de l'État, ça doit être la régulation et la politique de concurrence. Et si on adopte cette perspective-là, on sait atteindre ces objectifs sans nécessairement rester propriétaire d'une entreprise publique. Et donc ça devient d'une certaine manière superflu d'être propriétaire d'une entreprise publique. Et ça peut même être source de conflit, puisqu'on a d'un côté l'État qui est le régulateur, et donc qui doit agir en tant que régulateur pour faire bien fonctionner le marché. Et on pourrait avoir d'un autre côté l'État qui est le propriétaire d'une entreprise importante sur le marché. Et il peut y avoir un conflit potentiel entre l'État en tant que régulateur et l'État en tant qu'actionnaire d'une entreprise publique. Moi, je ne suis pas du tout un partisan de dire qu'il faut privatiser à tout prix, mais je suis un partisan, je ne défends pas l'idée que la privatisation c'est le bon moyen ou quelque chose qu'on doit absolument mettre en place. Je pense que la réponse doit vraiment être beaucoup plus nuancée et on y reviendra peut-être par la suite sur des comparaisons de performance, mais la réponse doit être nuancée, mais ce dont je suis vraiment intimement convaincu, c'est que le rôle de l'État doit évoluer vers le rôle de l'État régulateur et non plus être le rôle de l'État actionnaire. Donc, mais parce que vous parlez de conflit, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de base entre une entreprise privatisée qui a pour objectif le profit et l'idée d'un service public qui a pour objectif, a priori, le bien-être de la collectivité? Non, ça, je ne crois pas qu'il y ait un conflit entre... non, il y a un conflit entre les deux. C'est-à-dire qu'on crée des services publics parce que si on laissait le marché seul fonctionner, ces services n'existeraient pas. Donc, si on laissait le transport urbain, par exemple, aux mains du privé, bien, on aurait beaucoup, beaucoup moins de lignes de bus. Donc, il y a effectivement ce conflit, c'est que le secteur privé n'a pas vocation d'assurer. Mais c'est là que la régulation intervient. Maintenant, je pense qu'il y a moyen d'organiser des services publics de qualité en déléguant une partie de la production au privé, pour autant que le service public, sa définition et son financement soient bien organisés. Donc je pense qu'il y a moyen d'arbitrer au moyen d'institutions et de compétences correctement organisées ce conflit entre fourniture par le privé et mission de service public. Alors pour conclure, Axel Gauthier, je voudrais qu'on aborde une dernière question, mais qui est peut-être un des enjeux majeurs des prochaines années. C'est Internet. Internet, est-ce que c'est un espace qui doit être régulé? Est-ce que l'économie d'Internet doit être régulée? Comment ça va se passer à ce niveau-là? Alors, d'abord, c'est un espace qui n'est pas ou peu régulé, mais on a une régulation dont je vais peut-être reparler, qui est la neutralité du net, qui était avant tout, à mon avis, à l'origine une régulation technique qui impose aux fournisseurs d'accès à Internet de traiter tous les paquets de données de manière non discriminatoire. Donc c'est pas parce que on ne peut pas les acheminer plus rapidement vers quelqu'un parce qu'il aurait payé plus cher. On ne peut pas acheminer certains contenus plus rapidement parce que Google ou YouTube auraient payé plus cher pour qu'on priorise, puisque c'est le mot qu'on utilise, les contenus qui viennent de chez eux. Donc on a quand même une régulation qui est à la base technique, mais qui devient une régulation économique, parce que ça devient vraiment un enjeu économique majeur. Et l'autre manière
dont on régule l'Internet, c'est au moyen de la politique de la concurrence. Donc, je parlais de Google il y a un instant. Google est, disons, sous les yeux ou dans les mains de la Commission européenne qui lui reproche un abus. Oui, voilà, non, pas un monopole, parce qu'on ne peut pas être coupable de monopole. En fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'abuser de sa position de monopole. Et d'abuser de sa position de monopole, notamment, puisque quasi tout le monde en Europe, quand on fait une recherche sur Internet, on fait une recherche via Google. Et donc, ce qu'on reproche à Google, c'est d'utiliser son moteur de recherche pour lequel il est archi-dominant en Europe, pour favoriser ses services, que ce soit Google Maps ou d'autres services, au détriment de services offerts par la concurrence. Et donc les concurrents se sont plaints auprès de la Commission européenne en disant, voilà, Google, qui est en position forte sur le marché de la recherche, nous pénalise en favorisant ses propres contenus au détriment des contenus de ces entreprises-là. Et ça pose un problème très clair de politique de la concurrence. Est-ce qu'une entreprise comme ça peut ou ne peut pas favoriser ses services affiliés au détriment d'autres? Alors, le cas est toujours dans les mains de la Commission européenne. Ce que je vous propose, Axel Gauthier, c'est de reprendre un café avec vous dans quelques années pour voir comment aura évolué la concurrence et la régulation sur Internet. Et donc je vous remercie pour cet échange et merci pour le café. Avec plaisir.